On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10 de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse. Faites affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10. Facile à retenir. Yann10 deux fois pour 10 de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, on reçoit le docteur Karim Elayoubi. Ben oui, ça va être un podcast intelligent qui parle de politique publique en plein milieu de l'été parce que le gouvernement CAQIS nous passe des projets de loi un peu en douceur à l'abri des regards des journalistes qui comprennent fuck all comme d'habitude. Fait que Karim va nous expliquer ça en détail aujourd'hui. Merci d'être là, Karim. C'est toujours bien le fun de t'avoir pour parler des projets de loi. Parce que les projets de loi en santé qui concernent pas mal tout le monde, là, je te dirais, parce que les Québécois ont des attentes en santé et peut-être de moins en moins d'illusions. Je ne sais pas, faudra voir. Et le bon ministre Dubé, que tu avais surnommé à un moment donné, je crois, l'ensorceleur. L'hypnotiseur. L'hypnotiseur, oui. Les deux lui vont bien. Ben, il avait gagné un Joey Karim d'or. Oui, c'est ça. Il avait gagné un Joey et Karim Dahl pour l'hypnotiseur. C'est vrai, il y a un ton. Il y a un ton très calme, très monotone. Mais il nous avait promis, lui, de shaker les colonnes du temple. Et là, ça fait quand même des années qu'il essaie de les shaker, puis ça n'a pas l'air à trembler fort fort. Et donc là, il y a deux projets de loi importants. On va commencer avec le projet de loi 83. Je vais le faire apparaître à l'écran ici, là. Donc, projet de loi 83, la loi favorisant l'exercice de la médecine au sein du réseau public de la santé et des services sociaux. Bon, vite comme ça a l'air de rien vouloir dire, là, mais êtes-vous pour la tarte aux pommes, monsieur? Oui, c'est ça. Et peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi les enjeux reliés à cette loi-là? Oui, tout à fait. Ben, merci de m'inviter. Ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Puis ça vaut la peine d'en parler parce que c'est sûr qu'à 63 milliards par année, presque la moitié du budget de l'État, ça vaut la peine d'en parler une fois de temps en temps, ne serait-ce que par intérêt pour l'ensemble des contribuables. Puis, on en avait déjà parlé un peu du projet de loi 83, mais souvenez-vous, il était assez balbutiement au départ. Maintenant, M. Dubé, il nous a en douce, il nous a ajouté des choses. Puis c'est sûr que la façon dont tu l'as présenté, Frank, oui, exactement, sont très lourds. La façon dont tu l'as présenté, Frank, on se dit, favoriser l'accès au réseau public, des trucs comme ça, qui peut être contre la vertu? C'est une vertu extraordinaire, favoriser l'accès des patients dans le réseau public. Il n'y a pas une seule personne qui, sans saine d'esprit, qui peut être contre ça. Par contre, le diable est dans les détails. Là, la façon dont il s'introduit ce projet-là, regardez, c'est promouvoir l'exercice de la médecine, promouvoir l'exercice de la médecine dans le réseau public en limitant l'essor de la pratique non participante et en fixant un engagement de service pour les nouveaux médecins. Regarde. OK, non participant. Donc, tu ne participes pas à la RAMQ. Donc, tu es au privé. Tu fais des profits, mon sacrement. C'est ça. En d'autres termes, c'est ce que Renaud Brossard et Nicolas Gagnon, quand je parlais avec eux, on appelait ça le projet de loi sur la conscription médicale. Ça ressemble pas mal à ça. Donc là, les mots, pareil, hein, on fait attention pour dire non, ce n'est pas une intervention de l'État pour limiter la liberté de choix des individus. Non. C'est pour encadrer la pratique de la médecine non participante.
Non participante, exactement. OK. Je trouve que c'est quand même assez intelligent de l'avoir twisté comme ça, celui qui a pensé à écrire le projet, parce qu'ils se sont dit, bon, OK, on ne mettra pas privé sans arrêt, on va dire non participant. Tu sais, c'est comme, ça donne le fardeau de la négativité et de l'aspect péjoratif sur celui qui décide d'être un non-participant. Donc, sur le plan psychologique, pour le lecteur, c'est quand même intéressant de leur point de vue. Ouais, ils font pas leur part. On fait aussi comme s'il n'y avait pas la possibilité de permettre une pratique mixte. Tu sais, on le dit depuis des années, ce qui aiderait beaucoup le Québec, c'est la permission d'avoir une pratique mixte à la fois publique et privée, ce qui est totalement interdit au Québec, à l'exception de quelques spécialités. Mais Christy, on fait comme si on n'avait pas cette possibilité-là. Moi, c'est ça qui me fascine dans tout ça. Puis c'est tellement un élément qu'on ajouterait à notre système de santé qui serait bénéfique pour tout le monde, la mixité de la pratique, mais on refuse même d'en parler. Pour ça, tu as 2 petits articles de loi à juste biffer comme ça. C'est pas une grosse job en réalité. Quand si tu arrives au pouvoir, tu as 2 petits articles de loi, puis tu en as quelques-uns là aussi pour d'autres choses. Mais ce que les gens, puis je vais continuer après sur le PL 83, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'améliorer un réseau de santé, c'est pas si. Ça a l'air d'une tâche colossale. Oui, c'est pas si simple que ce que je vais mentionner, mais il y a quand même un gros de la job que c'est seulement biffer quelques petits articles qui nuisent énormément au système. Donc, on s'imagine que c'est une tâche tellement colossale comme ce que M. Dubé est en train de faire avec des projets quand on regardait également le PL15, là, qui avait 350, presque 400 pages. Puis là, on a l'impression que c'est un travail qui est tellement lourd. En réalité, on ne se pose pas la question, est-ce que ça se peut que dans tout ça, il y a plein de choses qu'on fait qui nuit au système de santé. Puis si tu le libéralises un peu plus en enlevant certaines règles, que là, ça va mieux fonctionner. Tu sais, on n'a pas ce réflexe-là. En fait, en santé, le diagnostic est connu depuis longtemps. Le réseau a des gros problèmes. Et la médication est également connue depuis très longtemps. Il faut décentraliser et libéraliser. Si on fait ces étapes-là, normalement, on va augmenter la productivité de ce réseau-là. Mais toutes les décisions qui sont prises depuis que la CAQ est au pouvoir et aussi les libéraux avant tendent vers plus de centralisation, plus de planification et plus de réglementation. Donc, à un moment donné, tu es là, tu te dis, les amis, tout ce que vous faites, le projet de loi aura 400 pages, 500, 700. Vous identifierez des nouveaux méchants avec des termes péjoratifs mais cute. Ça ne changera rien parce que vous allez toujours dans la mauvaise direction. La bonne direction, c'est l'autre côté, 180 degrés. Libéralisation, décentralisation. Autrement dit, c'est faire plus de ce qui ne marche pas et s'attendre à des résultats différents. Donc là, dans ce projet de loi-là, c'est ce projet de loi-là qui obligerait les médecins qui sortent, qui finissent leur résidence, de pratiquer durant 5 ans minimum. Puis ça, on en avait déjà parlé avec toi. Puis je me souviens, à l'époque, je t'avais dit, ouais, mais c'est quelque chose qui va forcément être contesté, même probablement par le gouvernement fédéral, parce qu'il y a des gens qui sortent de leur médecine et qui vont pour pratiquer dans l'armée, par exemple. Et tu ne peux pas les empêcher de faire ça. Là. Impossible. Ça, il faudrait qu'il y ait une clause, comme on en avait discuté, parce que probablement qu'il y aura une clause spéciale pour l'armée. Mais ce que je me rappelle, tu avais apporté un point qui était assez intéressant, Frank. Puis là, ça m'amène à dire, oui, il y a 3 composantes. Si on veut le résumer, là, vraiment, là, il y a 3 composantes de ce projet de loi-là. On en avait discuté de 2 la dernière fois, mais là, il y en a une qui vient de se rajouter. Et ça, ça était assez intéressant, tu vas voir. La première composante, c'est ce que tu viens de dire. C'est après, lorsque vous faites vos études au Québec, bien, vous êtes obligé de, et ça a passé, là, le 27 avril 2025, ça a passé là, complètement. C'est pas juste un projet, c'est effectif. Lorsque, après votre formation en médecine, vous devez offrir 5 ans au public, vous ne pouvez pas aller au privé. OK? Ça, on peut se poser la question de la constitutionnalité par rapport à ça. Mais une clause dérogatoire, comme on avait discuté, parce que le ministre Dubé et même François Legault lui-même avaient laissé planer la possibilité d'utiliser la clause dérogatoire pour le PL 83. On se doute que ça va aller en Cour suprême, cette affaire-là. Probablement. Et ça, surtout que les fédérations ont quand même les moyens de les monter devant les tribunaux. J'ai entendu dire que des médecins, ça avait un petit peu d'argent dans leur poche pour payer des avocats. Les fédérations, il sort à grosso modo 2000 de ma poche pour la fédération. Donc, l'ensemble, ça veut dire qu'il y a quand même des moyens pour aller devant les tribunaux. Parce que juste
Oui. Oui, parce que juste pour que les gens comprennent, là, dans le fond, il y a des droits fondamentaux qui sont atteints par ça, notamment la liberté de circulation. Donc, Exact. normalement, tu es Canadien, tu peux aller où tu veux au Canada. Si tu sors de ta résidence en médecine, puis par exemple, je ne sais pas moi, ta conjointe ou ton conjoint, il y aurait un emploi à Toronto, puis tu dis, ben moi, je vais suivre. De toute façon, je suis médecin, je peux me placer à peu près n'importe où. Non, 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 tu ne peux pas suivre, il faut que tu restes ici. Pourquoi il faut que tu restes ici? Ben, parce qu'il y a une conscription médicale. Oui. Ça, c'est la deuxième composante. Donc, la première, c'était le privé. Tu ne peux pas aller au privé. Ça, une clause dérogatoire passerait probablement parce que ça n'atteint pas la liberté de circulation. C'est le privé à l'intérieur du Québec. Mais la deuxième que tu viens de parler, c'est là qu'on est vraiment dans la bolchevisation totale du système de santé. Là, les médecins ne pourraient pas sortir de la province après leurs études en médecine sous peine d'amende très salée. Là, ici, tu atteins la liberté de circulation et à travers la Constitution canadienne, la clause dérogatoire ne pourrait pas s'utiliser pour limiter la liberté de circulation des citoyens. Exact. Donc, parce que c'est un mythe. Hein. Les gens pensent que tu peux prendre la clause dérogatoire sur à peu près tout, alors que c'est faux. C'est faux. Elle est limitée à seulement quelques articles de la Charte des droits et libertés canadiennes. Et juste ajouter qu'on est dans un contexte où tous les premiers ministres provinciaux viennent de s'engager à abolir les barrières interprovinciales. Ça, c'en est une belle. Là. Exact. Donc, c'est une méchante belle. ça en est une méchante belle. Et le M. Legault, il était trop content d'aller se faire sécher les dents avec M. Carney pour dire oui, moi et tous mes homologues, on s'engage à faire tomber des. Les gens, des fois, se disent c'est quoi ça, une barrière interprovinciale? Ça, c'en est une. Ouais. Absolument. Et encore une fois, il faut aller à l'inverse de ça. Tout ce qui est recommandé, là, puis ce qui fonctionne bien. Quand on va dans l'Union européenne, on prend l'Union européenne, tu peux être en Autriche puis avoir une consultation médicale par un médecin allemand qui est en sol allemand puis qui te fait une télémédecine puis qui t'envoie ta prescription. Puis le pharmacien en Autriche... Oui. Puis le pharmacien en Autriche accepte cas vécu d'une de mes proches, là, très proche. Là. Donc, bon, on est loin de ça au Québec. Là. On n'est pas sur le bord de ça au Québec. On n'est pas sur le bord, mais la personne en question était malade. Puis j'ai vérifié, et c'est vrai, là, j'ai vérifié, j'ai fact-checké clairement. Puis oui, c'est vrai, c'est permis. À travers l'Union européenne, il y a plusieurs pays qui acceptent les compétences médicales d'un côté et de l'autre des frontières. Donc, Autriche, tu tousses, tu regardes sur Internet, clinique médicale, OK, tu parles à un médecin allemand en Allemagne, il t'envoie une prescription, tu montes au pharmacien en Autriche, bang, on te donne ton azithromycine, puis on traite ta bronchite. C'est spectaculaire parce que les gens qui ont expérimenté un petit peu la télémédecine au Québec vont toujours vous dire la même chose. Ça ne marche pas vraiment parce qu'à toutes les fois que tu parles au médecin en télémédecine, il te dit tout le temps « Ah, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Ça, j'ai pas le droit. » Ça, un cas vécu de notre côté, un test génétique à passer, quelconque. Tu reçois une lettre de famille, donc il faut que tu rencontres un médecin de famille. Elle va t'autoriser ensuite à aller rencontrer, à prendre un rendez-vous, dans le fond, au laboratoire de génétique pour une prise de sang, et ainsi de suite. Puis tu vas avoir des résultats quelques mois après. Bien là, la première étape, c'est d'avoir le médecin de famille. Bon, t'en as pas. Tu dis, parfait, on va aller en télémédecine. Pogne un gars en télémédecine. J'ai ma lettre de famille. Peux-tu me donner la référence? Ah, j'ai pas le droit parce que je suis pas ton médecin de famille. Mais là, t'es là, tu te dis, Chris, tu sers à quoi, man? Tu vends des services de télémédecine, je suis prêt à payer 200$ pour parler à quelqu'un, mais il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas le droit de rien faire. Ah, telle affaire, j'ai pas le droit. Telle affaire, j'ai pas le droit. OK, fait que la télémédecine au Québec, c'est cousi-gouza, c'est hyper réglementé. Puis après ça, ben, tu te ramasses au privé pour aller chercher des services. Puis là, finalement, il y a quelqu'un qui veut te voir en personne puis qui finit par faire la job. 200$ plus tard, tu as ta référence. Mais tu l'as payé de tes poches, mais je veux dire, moi, je regarde mon chèque de paye puis elle m'a fait prélever pas mal d'impôts puis j'ai pas eu de service public là-dedans. Là. Tout à fait. Ça, la télémédecine, il faut vraiment s'améliorer de ce côté-là. Puis il faut rendre ça quand même plus souple, tant qu'à moi, parce que ça peut... Puis exemple, quand même, là, tu sais, je te parle de l'Allemagne, puis je te parle de l'Autriche. Là, je te parle pas de pays du tiers-monde où est-ce qu'il n'y a pas d'ordre professionnel. Puis donc, c'est pas des paradis libertariens non plus. Là, je veux dire, parce que c'est toujours ça un peu, vous autres, vos histoires. Hein, mais là, c'est l'Europe. Là, on parle quand même d'endroits hyper bureaucratisés aussi. Ben oui, l'Allemagne, là, c'est pas le pays le plus libertarien de l'histoire de l'humanité. Là,
On s'entend. Là. On Non, s'entend. c'est ça. Donc, la troisième composante dont tu parlais, parce Oui, que là, c'est ça. Elle est nouvelle. oui, exactement. Là, c'est autorisation obligatoire de pratiquer dans le public à moins d'avoir une autorisation gouvernementale pour Ah. aller au privé. Donc là, on tombe Là, puis pas juste pour 5 ans ou non, non, encore non, pour non, 5 non, ans? non, non, 5 ans, ça c'est pour les jeunes. Mais puis là, tu vas me dire, qu'est-ce que ça donne d'obliger 5 ans les jeunes médecins? Là, c'est Si de tout le toute façon. monde? Oui, oui. C'est tout Attends le un monde. peu. Non, mais ils ont passé ça en douce. C'est quand ça a été annoncé, cette affaire-là? Ça n'a pas été annoncé. Il faut fouiller un peu pour le trouver. Elle est Mais cachée dans le projet de loi, puis il n'y a ouais, personne qui en a parlé? mais on en parle aujourd'hui, là. J'en ai parlé. Aïe, aïe. Moi, j'en ai parlé à Pierre Couture, puis là, je vous en parle à vous. Puis, est-ce que en commission parlementaire, ça s'en est parlé un petit peu, mais ça n'a pas été très médiatisé, mais ça a sorti. Écoute, quand est-ce que ça a sorti? C'était début mars. Puis moi, j'ai eu des Fait que les conversations. centaines de médecins à l'extérieur du réseau présentement qui pratiquent, qui ne sont pas affiliés à la RAMQ, les cliniques médicales Eux, ils peuvent Lacroix, par rester. exemple, mondoc.ca, toutes sortes de compagnies comme ça là, qui font de la médecine en dehors du réseau public. Ouais. S'ils veulent continuer à pratiquer, ces médecins-là vont demander un permis. Non, eux, ils ont la clause grand-père. Okay? Ah, Donc, il y a une clause grand-père. oui, eux, ils peuvent rester. Mais il n'y en aura pas des nouveaux. Et on avait jusqu'au 31 mars 2025 pour se désaffilier. Donc, si moi, j'avais voulu aller au privé, parce que moi, je travaille 100% dans le public, mais mettons que j'avais voulu me désaffilier, là, j'y ai comme pensé, je me dis, ben, j'aurais plus jamais la possibilité, peut-être. Fait que là, je me suis dit, ben non, de toute façon, j'ai une grosse clientèle ici, puis je veux suivre mes patients, mais on avait jusqu'au 31 mars 2025. Et après ça, donc à partir dans ce moment, disons que moi, je voulais aller au privé. Okay? Je voulais m'en aller chez Lacroix, peu importe où je voulais bâtir ma propre clinique privée à moi. Je voulais investir là-dedans. Il faudrait que j'ai une autorisation du ministère. Donc, oui, tu n'adonneras jamais. Mais non, parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je démontre que dans la région où est-ce que je pratique, le public n'a pas de travail pour moi. Il y a des files d'attente de 18 mois, 24 mois à peu près. Fait que, oublie ça. Là. Mais... Donc, tu vois comment ça vaut la peine de fouiller dans les projets de loi puis qu'est-ce qui se passe au sein des commissions parlementaires? Parce que si tu te fies juste à ce que tu vois, je veux dire, à RADCAN ou à TVA ou des trucs comme ça, ben, des fois, tu vas manquer ces choses-là. Est-ce qu'ils en ont parlé de façon brève, peut-être? Je ne suis pas branché toujours sur la télévision non plus, il faut dire, mais ça n'a pas sorti. Mais quand tu étudies le projet comme il faut, oui, ça, c'est... Les fédérations de médecins s'en sont rendus compte quand exactement? As-tu été briefé un peu par ta fédération? Oui, ben, j'ai eu oui, on reçoit des lettres d'entente. La fédération n'est pas en faveur de ça naturellement, mais là, ils sont en processus de négociation pour d'autres choses, dont le projet de loi 106 qui est arrivé. Ça fait que, mais ça... Fait que là, présentement, on enterre les fédérations de médecins de toutes sortes de changements pour s'assurer que finalement, on étouffe un peu leurs critiques de leur côté. Chose qui est aussi importante à comprendre, il y a une direction au niveau du Collège des médecins qui est particulière. Le Collège des médecins, normalement, c'est pour protéger le public, mais il se mêle de plus en plus de dossiers politiques maintenant et il marche main dans la main avec le gouvernement avec ce type d'entente-là. Le Collège des médecins, j'ai pas l'impression qu'il vous supporte dans votre liberté de pratiquer, dans ces changements qui sont très liberticides là, dans ce projet de loi-là. Pour le projet de loi 83, le Collège des médecins a même mentionné qu'il trouvait que le gouvernement n'allait pas suffisamment loin. C'est-à-dire, il voulait... Autrement dit... Mais est-ce que c'est le rôle du Collège des médecins de faire ça? Selon moi, non. Selon moi, non. Moi, je préférerais que mon ordre professionnel s'en tienne à, s'assurer de la bonne pratique médicale, la formation continue, des genres de choses comme ça. Il y a des comités scientifiques, donc ils font des bons coups, le collège, là, comme tel. Quand tu regardes sur le site, les formations continues, ces choses-là, c'est rigoureux, puis ça, c'est leur place. C'est vraiment là où il faut qu'il y ait. Mais ici, je veux dire, le réseau, puis la question que je me pose, c'est pourquoi ils vont là, quand en réalité, les modèles où est-ce qu'il y a le plus d'accès, parce que il y a comme une bonne intention en arrière de dire, OK, si on déshabille le réseau public, nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais la mentalité générale au Québec va dans ce sens-là. Si on déshabille le réseau public, puis c'est rendu juste du privé, bien là, il va y avoir un manque, il va y avoir
Ouais, mais c'est comme si le il privé va ne avoir réglerait pas des problèmes. Tu sais, je veux dire, exact, c'est ça. je reprends mon exemple de génétique tout à l'heure. J'ai une lettre de famille, j'ai un test à passer, tout ça. Incapable d'avoir accès à nulle part dans le réseau public. Et j'ai eu accès instantanément dans le réseau privé. Et j'ai ajouté des ressources au système avec le 250$ que j'ai payé. Tout à fait. Je veux dire, Tout à fait. dans quel monde ça Ah nuit non, aux Québécois? ben, écoute, puis il y en a tellement des exemples comme Et ça, là. la littérature internationale, quand tu regardes les modèles les plus performants, ils ont toute une mixité privée-publique. Donc, c'est pour ça que même moi, j'ai demandé à l'attaché de presse d'Éric, il y a quelques semaines, d'avoir une rencontre avec le collège au nom du parti, puis de montrer au collège qu'est-ce qu'on a comme littérature et de comprendre pourquoi eux, par rapport au projet de loi 83, ils ne considèrent pas que c'est un projet qui, au contraire, peut minimiser l'accès global des soins aux Exact. patients. Et pourquoi ne pas s'inspirer des modèles qui ont un meilleur accès et qui mettent à peu près le même argent per capita, donc par habitant par année. Donc, mais moi, peut-être qu'en ce moment, je ne sais pas, ils ne veulent pas entendre les partis politiques, ça, je ne sais pas. Peut-être que lorsque la campagne va avancer, comme ce que l'Ordre des pharmaciens avait fait, je me rappelle, l'Ordre des pharmaciens, il m'avait rencontré, le président de l'Ordre, puis il rencontrait toutes les partis politiques pour regarder un peu, donner leur avis. Puis nous, j'avais bien aimé ma conversation avec lui, puis il m'avait appris des choses, honnêtement, par rapport à ce qui se passe. Puis c'est lui qui m'avait dit « wow, avec le décloisonnement. » Il avait dit « c'est bien beau le décloisonnement, mais on a déjà quand même pas mal. » C'est là que j'avais dit « ouais, OK, c'est beau, c'est bon politiquement, le décloisonnement, mais est-ce qu'ils sont prêts? » Puis c'est lui, il m'avait quand même appris des choses assez intéressantes. Donc moi, j'inviterais le collège à faire la même chose, puis à rencontrer l'ensemble des partis politiques, parce qu'on est amené à avoir des propositions. Puis pourquoi eux, 83, ils ont l'air d'être all-in là-dedans, puis ils veulent que le gouvernement aille plus loin, qu'en réalité, 83, ça ne semble pas être la façon de fonctionner à l'échelle internationale pour améliorer les choses, bien au contraire. Donc ça, c'est la troisième composante. Maintenant, ça veut dire que tu veux tuer le réseau privé complètement. J'avais eu une discussion avec la nouvelle fédération, une fédération des médecins de pratique privée du Québec. C'est une nouvelle fédération. C'est logique qu'il y en ait une pour eux parce que clairement, ils sont ciblés et attaqués par le gouvernement présentement. Tout à fait. Donc là, ces trois composantes, ça veut dire ultimement du privé, ils n'en veulent pas. C'est assez clair. Puis là même, on peut se demander qu'est-ce que ça donne de restreindre les jeunes étudiants à aller 5 ans au privé parce que le nouvel amendement fait en sorte que ça ne change rien. C'est rendu tout le monde, il faut que tu aies l'autorisation. Mais l'autorisation, je ne vois pas comment tu pourrais l'avoir quand il faut que tu démontres qu'il n'y a pas de travail au public. Mais on disait il faut aller vers une décentralisation, une libéralisation, donc moins de planification centrale, une demande de permission spéciale au ministre directement. C'est pas ça, la libéralisation. C'est pas ça, une décentralisation. C'est tout le contraire. Là. C'est tout le contraire. Ouais, mais ça, c'est tellement un cas typique là, de genre, on met un gars qui a géré des sociétés puis des business, tout ça, qui est Christian Dubé, puis lui, son réflexe, c'est de dire je rentre quelque part, ça marche pas, ça va marcher quand moi, je vais tout contrôler. Ouais. C'est pas le système de santé, c'est pas une chaîne de dépanneurs. Là. Je comprends pas comment tu peux avoir ce raisonnement-là. Puis une année, tu as bien beau te trouver bon, puis tu as bien beau penser que tu es un génie, puis que toi, tu sais comment ça marche. Un jour, tu ne seras plus là, tu seras remplacé par éventuellement quelqu'un que toi-même, tu jugerais incompétent. Ouais. Donc, c'est là qu'est le problème. Là. Ça, c'est un très bon point. Ça, c'est ça montre parce que disons qu'on se met dans de la politique fiction puis on dit Christian Dubé est un génie, OK? S'il eut tant et aussi longtemps, comme à un moment donné, Dimitri Soudard avait dit qu'il voulait que Christian Dubé soit le ministre de la Santé du Québec pour l'éternité. Ça en est presque biblique, là, pour l'éternité. Ouais, mais donc là, considérons que Christian Dubé, il fait partie des dieux de l'Olympe, mettons, et lui, tant et aussi longtemps qu'il est ministre de la Santé, une genre de structure ultra complexe et centralisée comme ça peut fonctionner. Mais comme tu as dit, Frank, ça ne sera pas toujours un dieu de l'Olympe qui va être ministre de la Santé. À un moment donné, lui, il va partir puis il va avoir un être humain plus normal qui va arriver. À un moment donné, on va avoir le docteur Bolduc. il va falloir que cet être humain plus normal-là soit capable de fonctionner dans une structure moins centralisée et moins complexe. Donc, et quand tu regardes les modèles qui performent, les structures sont souvent
ministérielles, elles sont très peu complexes. Les négociations se font très près du terrain. Les négociations, comme on voit en ce moment, puis là, on arrive au projet de loi 106, ça devrait tant qu'à moi, ça ne devrait même pas exister. Les médecins qui vont négocier avec le gros gouvernement central de toutes leurs conditions, de toutes leurs rémunérations, de modes de rémunération ultra compliqués, mixtes, tout ça. En réalité, les gens devraient négocier avec soit les hôpitaux, soit les cliniques. Puis oui, il devrait avoir pour le réseau privé, je veux dire, une carte qui passe. Le médecin qui travaille à la clinique médicale Lacroix, je pense qu'il négocie son salaire avec Dr Lacroix directement. Ben oui, exactement. Parce que sinon, comment tu veux que le ministre, en ce moment, puis on va décortiquer, c'est tellement compliqué pour le ministre. Il faut que le ministre, il sache quels sont les critères de vulnérabilité pour tel patient, c'est des projets de loi qui sont construits à des fins politiques afin d'établir et de pointer du doigt un bouc émissaire. Mais je veux dire, à un moment donné, tu écris 400 pages de projet de loi pour transférer le fardeau de ton échec à quelqu'un qui n'a rien à voir avec, mais qui fait un bon bouc émissaire parce que cette personne-là, à quelque part, a des profits parce que c'est une entreprise. Parce que les Québécois n'aiment pas les profits puis n'aiment pas les entrepreneurs. Ouais. Mais je veux dire, à part être cynique puis méprisant envers le secteur privé, je ne comprends pas à quoi ça sert. Demain matin, là, on applique ces 2 projets de loi-là dans leur forme actuelle. Le système de santé ne peut pas être meilleur, ça c'est sûr. Et dans le meilleur des mondes, il n'y a rien ou presque changé parce qu'il faut rappeler que la médecine privée, c'est à peine 3% des intervenants au Québec. Oui. Je veux dire, on est dans la marginalité. Là. On écrit 400 pages de projet de loi pour quelque chose qui est somme toute relativement marginal. Absolument. Et quand tu regardes leur niveau d'efficacité, il est supérieur à efficience au moins égale. C'est-à-dire, le coût unitaire ne coûte pas plus cher de façon générale. Et en plus de ça, l'efficacité est meilleure. Ils vont faire jusqu'à 2 fois plus d'interventions. Tu sais, là, on parle du domaine chirurgical. Lorsqu'on parle du domaine plus au niveau de la médecine familiale, ben, c'est souvent comment je peux dire, c'est souvent des prises en charge puis un temps qui est pris un temps plus long qui est pris avec le patient pour le prendre en charge de façon plus en profondeur et souvent plus appropriée, puis diminuer les reconsultations par la suite. Donc, le privé est avec une satisfaction qui est assez haute là, quand même. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai été justement au privé pour mon test génétique, ma lettre familiale, on a réglé ce dossier-là en 5 minutes. Ça m'a coûté 250$ pour 5 minutes. Mais là, elle est arrivée, la médecin était super bonne. Elle dit, écoute, tant qu'à être ici, c'est quand la dernière fois tu as vu un médecin? Je fais au-dessus de 10 ans. Bon, mais viens t'asseoir, on va faire une auscultation, on va checker tout. OK, tout allait à beau, une belle pression, blablabla. C'est quand tes dernières prises de sang? J'ai dit, je sais pas. Fait qu'elle va dans mon dossier, elle dit 2014. Elle dit, t'as quel âge? 41 ans. Bon, OK. Je pense que t'es dû. Là. On va faire un petit check-up. Fait que, elle me prescrit une prescription pour prise de sang. Aller faire ça, tout est beau, mais j'aurais pu avoir du cholestérol, j'aurais pu avoir des problèmes de cœur qui se préparaient tranquillement. Fait qu'elle aurait été capable de les détecter. Mais je veux dire, j'avais jamais été chez le médecin depuis 2014. Fait que c'est complètement utile ce qu'elle a fait là. Mais tout ça, c'est réglé en 10-15 minutes. Puis j'ai rajouté 250$ dans le système de santé avec ça. Ouais, exactement. Donc, tu permets à quelqu'un d'autre d'avoir une accessibilité parce que toi, tu n'as pas pris cette place-là. C'est très important d'avoir un modèle où est-ce que tu as un partenaire, où est-ce que tu as du pur public pour certaines choses que le privé n'aura pas tant d'intérêt, radio-oncologie, des genres de trucs comme ça avec des plateaux techniques. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe aux États-Unis, mais ici, on est très, très loin de ça. Mixte privé-public où est-ce que la carte peut passer au privé et pur privé aussi, comme ce que tu viens de faire. Donc, ces 3 composantes-là sont essentielles dans un réseau de santé. Et quand on regarde le projet de loi 106, bon, le premier point, c'est l'affiliation. Et ça, politiquement, c'est merveilleux. Mais j'aime, on va lire le titre, OK? Projet de loi 106. Loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux. Responsabilité collective. Karim, on est où, là? On est dans quelque chose
assez socialisant, disons. Là, je voulais encore utiliser le terme en B, mais à un moment donné, on va dire que j'abuse de ce terme-là. Non, mais c'est carrément ça. Ça ressemble à ça. Hein? Mais la première composante, c'est affiliation automatique des patients à une clinique. Okay? Donc, il n'y aura plus aucun patient orphelin. Politiquement parlant, c'est juste merveilleux. Pour paraître comme hey, tout le monde a son médecin de famille. T'es pas capable de le voir, mais t'en as un. Ah, mais ça, là, Gaétan Barrette avait commencé ça un peu, là, ce truc-là. Là. Moi, j'ai appris à un moment donné que j'avais un médecin de famille, mais je le savais pas. Savez-vous, mon médecin de famille, c'est impossible que je le voie pour une simple et bonne raison. Savez-vous, c'est quoi? C'est une gynécologue. Ouais. J'ai appris ça maintenant. Mon médecin de famille est une gynécologue. OK, parfait. Ah, mais vous allez être suivi par une résidente associée qui, elle, change à peu près aux 6 mois. Fait qu'à chaque fois que tu vas à la clinique, si tu y vas pas souvent, tu as une nouvelle personne que tu n'as jamais rencontrée, qui n'est pas trop au courant de tes affaires, mais officiellement, dans les papiers de l'État, j'ai un médecin de famille. Dans les papiers. Donc, ça c'est... parce que là, il ne sera plus aux prochaines élections, mais en tout cas, la CAQ va pouvoir dire, sous notre règne, tout le monde a accès maintenant à un médecin de famille, parce que statistiquement parlant, ça va être vrai. Oui, dans le fichier Excel, c'est vrai. Ils vont être là. Mais ça, par contre, c'est un des... le projet de loi 106, non seulement les fédérations, mais le collège l'a critiqué, celui-là. Il pense que ça peut affecter la qualité des soins. Ça peut faire en sorte que la pratique, ça incite trop une pratique au volume très accéléré, puis de voir des patients en 5-10 minutes, plutôt que de faire une vraie prise en charge en profondeur. Donc ça, le collège était en accord avec 83, mais avec 106, ils mettent quand même beaucoup de réserves, du moins en commission parlementaire et sur leur site web aussi. Donc, affiliation automatique des patients. Mais ça, après ça, on veut changer la vulnérabilité des patients. Il y a à peu près 20 codes de vulnérabilité des patients. Je vais te donner un exemple. Par exemple, le code 5, ça veut dire patient diabétique. Puis ça, c'est lorsque tu prends ça en charge, prendre un patient en charge diabétique, c'est plus payant que de prendre, par exemple, un athlète de haut niveau comme Joey qui a jamais besoin de voir de médecin. Un code, mettons, schizophrénie paranoïde, ça va être le code 20. Donc ça, Frank, c'est un peu insultant ce que Karim vient de faire là. On est là toutes les deux. Il critique ouvertement notre shape. Il dit « Je suis obligé de me rendre à Joey pour parler de quelqu'un en shape dans ce podcast-là. » Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est juste que c'est le plus jeune de la gang. Fait que c'est pour ça. C'est parce que c'est le plus jeune de la gang. Merci, Karim. Donc ça, il veut réduire ça à 4 codes de vulnérabilité. J'ai rien contre. Là. Moi, si tu simplifies ma facturation, plus elle est simple, ma facturation, plus je suis heureux, honnêtement. Là. Donc, ça j'ai absolument rien contre ça. Mais je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais là où le bas blesse, puis là où les fédérations sont pas d'accord, puis là où je suis vraiment pas d'accord, parce que moi, si tu veux mettre ma rémunération per capita, ce qu'on appelle per capita, ça veut dire plus tu as de patients en charge, tu calcules moins les actes. Qu'est-ce qu'il veut faire? En ce moment-là, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis beaucoup parce qu'aux États-Unis, les assureurs sont au niveau de l'employeur généralement. Ouais. Puis pour favoriser la prévention, on va donner un montant d'argent pour la quantité de gens qui sont pris en charge par un HMO, par exemple. Ouais. Mais dans un contexte 100% privé, comme aux States, il y a une logique derrière ça. C'est de dire le HMO a avantage à faire beaucoup de prévention parce que comme il y a un prix par patient, s'ils veulent être rentables, il faut que ces patients-là ne viennent pas à l'hôpital. Grosso modo, c'est ça le thinking. Mais dans un contexte québécois où est-ce que c'est 100% public, c'est pas pareil. Il n'y a aucun incitatif à faire de la prévention pour vrai là, au niveau de la médecine au Québec. Puis, lorsque j'ai regardé un peu, moi, je me suis quand même penché beaucoup là-dessus, puis je voulais sortir quelque chose pour le PCQ au dernier congrès. Je dis pas que je le ferai pas au prochain, mais au dernier, par rapport au changement de mode de rémunération des médecins, puis j'essayais de regarder des dénominateurs communs, parce que c'est un peu comme ça que je fonctionne, de modèles performants internationaux, puis voir est-ce que statistiquement, ça converge vers un mode de rémunération précis. On voit les dénominateurs communs, les effectifs de soins infirmiers, clairement, c'est très important dans un système. Si tu manques d'effectifs de soins infirmiers, les modèles plus performants, ils ont des effectifs de soins infirmiers. Je veux dire... On pense à la Suisse, par exemple.
Tout à fait. Tu te rappelles bien, c'est ça, exactement, par rapport à la J'écoute quand Chine. tu parles, Karim. Non, c'est bon. Mais parce que chanceux. des fois, c'est parce que ton cerveau, des fois, Yann, on a l'impression que tu pars sur un affaire, mais t'écoutes quand même. Puis ça fait fâcher Frank, des fois. Là, des fois, je nous écoute, mais t'écoutes toujours de l'autre oreille quand même. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un dénominateur commun. Si tu as un manque, parce que là, tu vas te créer un goulot d'étranglement. C'est-à-dire, même si tu as pas mal de médecins, si tu n'as pas les infirmières pour compléter à côté, goulot d'étranglement, puis là, ça jamme. Donc, ça, c'est un autre. L'utilisation saine du réseau privé, puis la libéralisation du système, la pratique mixte, c'est un autre dénominateur commun. Je n'ai pas trouvé de dénominateur commun entre les différents pays par rapport à un mode de rémunération précis. Tu en as que c'est majoritairement à l'acte. Tu en as que c'est beaucoup per capita. Tu as des pays européens que c'est per capita. Tu en as d'autres que c'est mixte. Tu en as d'autres que c'est plus à l'heure. Donc, je n'ai pas été capable, je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais de trouver vraiment un mode de rémunération qui dit « Ah, ça, tu vas améliorer vraiment le système. » Tu as des avantages et des inconvénients dans les deux. Maintenant, ce que Christian Dubé veut faire, en ce moment, moi, je te dirais, ma rémunération est à peu près 30% à la capitation, puis 70% à l'acte. Ça ressemble à ça à peu près. Christian Dubé voudrait remonter ça autour de 50 à 60% per capita et autour de 40 à 50% à l'acte. Et réduire le nombre d'actes. Donc, ça ferait en sorte que la facturation serait moins complexe. Moi, si ma facturation est moins complexe, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Je pense pas que ça va améliorer nécessairement le réseau, mais je suis assez indifférent à cette mesure-là, disons. Là où le bas blesse vraiment, c'est la rémunération qui est basée selon les facteurs de performance. On va dire, des gars de droite économique, théoriquement, ils devraient aimer ça, des facteurs liés à la performance. Oui, mais en autant qu'ils soient individuels. Le problème, c'est lorsque tu les mets collectifs, ces facteurs-là. Ah, la performance est mesurée au niveau collectif? Ben oui, c'est ça. Ah. C'est là où le bas blesse. C'est que là, tu as un 25% de rémunération. Donc c'est comme quand tu arrives à SAQ et tu as des bonnies de performance donnés à tous les cadres parce qu'ils ont bien géré leur monopole. Ben oui, tu sais, 25 pour ça ressemble à ça. Parce que tu pourrais te faire amputer de ta rémunération de 25% si le groupe avec lequel tu travailles, donc pas toute la province, par contre, ça, il faut le mentionner, mais si le groupe, par exemple, tu as un groupe de médecine familiale où est-ce qu'il y a 15 médecins, OK? Si la performance collective du groupe n'est pas à la hauteur de ce que le ministère veut, même si tu en as deux qui sont des workaholics dans la gang, puis qui sont parmi le 95e percentile des plus travaillants et des plus performants en province, eux vont se voir amputer de 25% leur rémunération également. Ah, ça va être bon pour l'ambiance de travail dans les cliniques. Il fait juste imaginer l'ambiance de travail. Il y a des médecins qui vont faire n'importe quoi, ça. Qui vont se mettre à surveiller les uns les autres. Hey, t'as-tu vu, lui, il n'a pas travaillé trop. Donc, on veut comme créer un genre... Ça va finir, tu sais, comme des shops, là, quand ils commencent à introduire des systèmes de même, là, puis là, ça commence à se checker. Hey, il se fait 10 minutes qu'il est aux toilettes. Là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a le côlon irritable. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, mais il est tout le temps aux toilettes. Là, on va être rendu de même avec les médecins. Là. Les médecins vont se checker. Hey, docteur un tel, toujours aux toilettes, ce gars-là. Puis, tu sais, un des plus grands désincitatifs au travail des médecins, je le dis, je le répète depuis des années, c'est le taux d'imposition 53 quand tu dépasses 250 000. Parce que les médecins gagnent souvent plus que 250 000. Quand c'est rendu que tu te fais voler 53 de ta paye, je m'excuse, tu n'as pas le goût de travailler plus. Et ça, c'est valable également pour d'autres types de professions. Oui. C'est ça, c'est sûr, 53 quand tu dis que tu es rendu à 53 tu ne peux pas considérer que c'est un incitatif au travail, bien au contraire. Mais ça, c'est certain. Le gouvernement ramasse plus d'argent que toi pour l'heure travaillée. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas logique, cette affaire-là. Non, c'est juste sur le plan... Je comprends pas. Et ça, c'est quand même assez controversé. C'est pour ça que, disons, tu pourrais dire politiquement que tu vas aller diminuer les tranches d'impôts supérieures, puis là, tu augmenterais probablement la productivité des plus travaillants. Mais politiquement parlant, c'est très dur à faire. C'est pas bon, là. Michel Girard, il est dans les journaux, puis il dit « Je m'excuse, mais la baisse d'impôts ne touche que les riches. Il y a que les riches qui vont avoir plus d'argent dans leur poche. » Puis là, t'es là, tu dis « Ah, man, donc, si tu veux faire le Québec. » Si tu veux faire des diminutions d'impôts, t'es mieux, politiquement parlant, t'es mieux d'aller sur les premières tranches. Ça, comme ça, ça fait bénéficier tout le monde. Oui, mais c'est pas bien plus vendeur de dire que tu améliores leur salaire. Là.
Parce qu'il y a eu Non. ça aussi dans les dernières années. Là, Ouais. c'est parce que au final, c'est l'État qui paye d'une manière. En fait, c'est tous nous autres qui payent, mais dans la tête du Québécois, c'est le gouvernement qui paye au bout du compte. Fait que le gouvernement augmente ton salaire et qu'il t'en prenne plus sur la déduction qui te donne ton salaire ou qu'il ne l'augmente pas mais baisse les impôts, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça, c'est vrai. Mais politiquement parlant, si tu fais juste dire que tu augmentes un peu le salaire d'une certaine classe versus tu diminues les impôts de tous les riches, je pense que le poids politique est plus lourd à porter dans la seconde. Mais bon, on peut toujours débattre. Mais on voit pareil que le gouvernement identifie toujours. Le gouvernement et puis même les partis d'opposition qui sont présents à l'Assemblée nationale, tout le monde est capable d'identifier les grands défauts de notre système de santé. Tout le monde se doute un peu c'est quoi les bonnes solutions, mais on est tellement dans le dogme qu'on refuse d'aller dans la direction de ces solutions-là. On veut augmenter la productivité des médecins. On trouve qu'il y en a qui ne travaillent pas assez d'heures, mais au lieu de penser à une baisse d'impôts sur les derniers paliers d'imposition, qu'est-ce qu'on fait? On dit on va vous donner une structure de bonus négatif. Donc, on va couper votre salaire. Mais là, comme on ne veut pas cibler des gens individuellement, parce qu'au Québec, on est gentil, là, on ne vise pas des gens individuellement, bien, on va appliquer cette baisse-là au groupe. Non, là, à part foutre la merde, là, c'est quoi vous allez faire? Là? Mettons que tu avais prenons, au lieu que ce soit une clinique de médecine, c'est un club de hockey. Là, tu te dis, bon, ben parfait, le gouvernement a fixé comme objectif que tous les joueurs du Canadien de Montréal doivent marquer au moins 15 buts cette année. Et même s'il y en a un qui en marque 65, s'il y a quelqu'un qui fait juste 8 buts, lui, il va voir son salaire amputé de 4 millions cette année. Et on pense que ça va bien aller dans ce club de hockey-là. C'est une très bonne analogie. Ouais, mais dans quel monde ils vivent, ces gens? C'est incroyable. Mais là, tout ce qu'on dit depuis le début, Karim, attention, les accusations s'en viennent. Ce que vous voulez, c'est le système de santé américain et que le monde meurt dans la rue. Donc là, écoute, c'est ce qu'un éminent penseur du Parti québécois t'a accusé. Donc, tu as répondu par la bouche de ta plume là, et tu as écrit un petit papier qui s'appelle « Modèle de santé, arrêtons les caricatures ». Ouais. Et donc, c'était en réponse à ce... Parce qu'en gros, là, les défenseurs du régime sont à la recherche désespérément d'indicateurs qui les font bien paraître. Ouais. Et semble-t-il que celui de l'espérance de vie là, démontre qu'on a un système incroyable. Et là, ça, on a déjà fait un podcast sur le trio économique sur ça, l'espérance de vie à la naissance, pourquoi les États-Unis c'est aussi bas, par exemple, ainsi de suite. Ce qu'on apprenait avec Vincent à l'époque, c'est qu'ils ont des enjeux très différents de nous en termes d'accidents de voiture, de mortalité liée aux armes à feu, notamment, et de la violence. Ce qui fait en sorte que quand tu regardes l'espérance de vie à la naissance, c'est beaucoup plus faible aux États-Unis qu'au Canada. Mais quand tu regardes l'espérance de vie conditionnelle au fait que tu as atteint l'âge de 60 ans, par exemple, c'est un podcast du trio économique, donc à toute fin pratique, c'est à peu près pareil aux États-Unis qu'au Canada. Oui, c'est des variances de 1%. Parce que quand on regarde ça, là, on s'imagine qu'au Québec, dans le fond, l'adulte a plus de chances de vivre longtemps parce qu'on est mieux soigné, on a un meilleur système de santé. C'est ça qui est dans la tête des péquistes, autrement dit. Alors qu'en réalité, tu te rends compte que les enjeux qui font en sorte qu'il y a une différence entre le Québec et les États-Unis, c'est que les décès en âge très jeune aux États-Unis sont plus élevés, notamment parce qu'il y a plus de violence avec armes à feu puis il y a plus d'accidents d'automobile, par exemple. Et un troisième point, semblerait-il qu'il y a une différence au niveau de la comptabilisation des décès infantiles. Donc, ceux-là qui sont dans les 15 premiers jours là, de vie, on les compterait d'une manière différente au Canada qu'aux États-Unis. Fait que, à un moment donné, quand tu arrives, tu décortiques ça puis tu te dis, OK, on part de quelque chose qui est factuel, l'espérance de vie à la naissance, mais on justifie la cause comme étant « notre système de santé est meilleur que celui des États-Unis en fait, ». C'est absolument pas ça. Là. Si tu veux te vanter de quelque chose au Québec en utilisant ce graphique-là, tu peux le faire pour dire qu'on est une société plus sécuritaire que les États-Unis. C'est tout ce que tu peux faire avec ce graphique-là. Tout à fait. Mais disons que l'individu, c'est pour ça que j'ai répondu sur X à cet individu du PQ, parce que ça m'avait choqué, parce que je voyais l'anomalie un peu, là. Je voyais le raccourci intellectuel qu'il utilisait pour faire ça de façon
semi-subtil. Puis, disons que l'individu, comme tu dis, il aurait dit, bon, on est vraiment bien au Québec, on est une société plus sécuritaire, regardez les États-Unis, ça se débat. Il y a des ça, c'est vrai. Tu as des gens qui peuvent aimer un peu plus la liberté, un peu plus la sécurité. Ça, moi, et ça appartient à chacun. Cependant, lui, il faisait une relation de cause à effet dans quelque chose qui avait seulement une forme de corrélation en réalité. Il ignorait complètement tous les biais qu'il pouvait avoir, les biais que vous venez de mentionner. C'est clair que les États-Unis sont une société plus violente qu'ici. C'est assez évident. Mais il n'y a rien plus violente, plus impulsive, plus téméraire. On ne vit pas de la même façon qu'aux États-Unis. Mais quand on regarde le système de santé américain, ça, c'est assez intéressant. Juste une petite dernière parenthèse là-dessus. L'actuaire en dedans de moi, il fatigue depuis tantôt. L'actuaire, l'ancien gars qui a étudié en actuariat. Quand tu as un décès à 20 ans, par exemple, dans l'espérance de vie, ça compte pas beaucoup parce que le gars vient de choper 65 ans de son espérance de vie normale. Mais quand tu as un décès à 72 au lieu de 75, ça change à peu près rien dans les calculs. Quand le gars décède à 20 ans, il y a un gros impact dans le calcul, autrement dit. Fait que moindrement que tu as un peu plus de mortalité infantile, moindrement que tu as un peu plus de mortalité au niveau des adolescents par arme à feu ou des jeunes adultes pendant des décès d'accidentaux, moindrement que tu en as un peu plus, ça a un gros impact dans le chiffre d'espérance de vie à la naissance. C'est pour ça que si tu veux vraiment regarder les mesures d'espérance de vie qui fonctionnent bien pour analyser le système de santé, donc les gens qui en ont réellement besoin, il faut vraiment que tu ailles dans une espérance de vie conditionnelle au fait que tu as sorti de cette période-là d'enfance, adolescence et de jeune adulte. La médiane, quand tu es dans l'espérance de vie conditionnelle à 60 ans ou 65 ans, c'est à peu près pareil dans les deux places. La médiane, serais-tu mieux utilisée dans un contexte comme ça, par exemple? Non. C'est vraiment l'espérance de vie conditionnelle. Si tu veux vraiment mesurer l'impact du système de santé ou de la diète, tu dois aller vraiment dans l'espérance de vie conditionnelle pour enlever ces facteurs-là. Parce que quand tu arrives, tu dis conditionnel au fait que tu as atteint l'âge de 60 ans, par exemple, ça veut dire que tous ces facteurs de risque-là qui sont autres que la médecine ou la diète, ben, tu les élimines complètement. T'amenais l'aspect de la diète, ça aussi, c'est exclu. Parce que lui, il fait un lien. Lui, c'est cause à effet. Le système de santé, l'espérance de vie. C'est pas de même que ça marche. Là. Dans certains États américains, c'est assez difficile de se trouver quelque chose qui n'est pas ultra gras à manger. Là. Je veux dire, c'est vrai, il y a plus de beurre, il y a plus de... la croûte du pain est épaisse comme ça, la croûte de la pizza est très épaisse. Dans certains États, ça dépend des États, faut le dire. Mais exactement. Puis je trouve ça... donc, si quelque chose qui est intéressant à regarder par rapport au système américain, parce que moi, j'aime pas ça les gens qui démonisent le système américain. Moi, la raison pour laquelle je ne l'inclus pas dans nos modèles qu'on veut implanter ici, bon, il y a une raison politique, une question d'acceptabilité sociale, on s'entend, mais également quand on regarde l'argent qui est mis per capita, on n'est complètement pas là ici par rapport aux États-Unis. Donc, il est tellement loin du nôtre, un peu le même principe que le modèle suisse, il est tellement loin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut prendre de bon de ces modèles-là, puis aller à Mayo Clinic, regarder leur bloc opératoire, comment il fonctionne, ou à Cleveland Clinic, puis s'en inspirer. Ou même faire venir des Cleveland Clinic ici en leur donnant la possibilité de venir, mais dans nos conditions. Tout à fait. Mais il est tellement loin du nôtre avec leur système d'assurance complexe que d'essayer de l'amener ici. Puis, à partir du moment où tu commences à parler du modèle américain, même si tu réglais le problème d'assurance, juste les gens, c'est comme Lord Voldemort dans Harry Potter. Oh, oui. Mais quand on regarde, la majorité c'est très important. Le modèle américain est très important à l'échelle planétaire parce qu'il y a énormément de médecins de très haut niveau qui pratiquent un peu partout sur la planète, dont au Canada, dont au Québec, qui vont se former avec les technologies américaines, qui vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans de surspécialité, des technologies. J'ai étudié beaucoup le système de santé américain dans mon parcours en actuariat à l'époque. Écoutez, longue histoire courte, je travaillais en assurance collective, fait que quand je faisais mes examens de Society of Actuaries, pour avoir la voie collective, il fallait aussi que j'intègre la voie de l'assurance santé américaine. Fait que, grosso modo, j'ai fait mes examens professionnels sur le système de santé américain. Puis j'ai toujours vu le système américain comme étant imparfait à cause du volet universalité qui était difficile. Le point faible, le talon d'Achille de ce système-là, c'est l'universalité qui n'est pas complète. Par contre, le point fort était la quantité d'argent qui était mis dedans, évidemment, puis la recherche et développement qui était faite au niveau des protocoles, par exemple.
Parce que l'incitatif est vraiment de l'optimisation de tout ça. J'ai toujours vu le système de santé américain un peu comme l'utilité qu'il avait comme étant la Formule 1, si on veut. La Formule 1, quand tu regardes comment ça fonctionne, c'est que tu garoches une quantité d'argent incroyable en recherche et développement sur des véhicules automobiles, puis ça finit par se retrouver. Les technologies qui sont développées au niveau de la Formule 1 finissent par se ramasser dans les automobiles commerciales éventuellement. Ben, le système américain, c'est un peu ça. Il sert les autres systèmes de santé de par l'argent qui est garoché dedans. Il y a des protocoles de santé qui sont développés grâce au système américain. Mais est-ce que c'est réellement le système qu'on veut, vu le manque d'universalité? Probablement que non. C'est là que les solutions mixtes de l'Europe sont un peu plus intéressantes, puis sont plus faciles d'accès, sont plus commerciales, si on veut, sont plus faciles de déployer à grande échelle. Exactement. Puis je trouve la comparaison que tu fais est excellente avec la F1. Puis c'est pour ça qu'il faut arrêter de cracher, puis je l'avais mentionné dans mon tweet, arrêter de cracher sur ce modèle-là qui nous est très utile. On va se former là-bas. Tout l'argent qu'ils mettent dans ce système-là, après ça, on peut bénéficier de ces technologies-là parce que ce n'est pas nous qui faisons le plus de recherche et développement au Québec en matière biomédicale. Donc, on va chercher ces technologies-là. Eux, à partir du moment où ils ont injecté l'argent, puis on peut les payer moins cher par la suite. Après ça, ils se développent des génériques par rapport aux médicaments qu'on a la possibilité de payer moins cher. Mais c'est souvent également les grosses pharma américaines qui développent les Pfizer de ce monde, qui développent les médicaments de pointe qui sauvent la vie des gens puis qui améliorent beaucoup la qualité de vie des gens. Ça, c'est une réalité. Et l'autre chose que je voulais mentionner par rapport au modèle américain, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport au cancer. Hein, il y a quelque chose de super intéressant quand on regarde les mortalités. Pour ceux qui crachent sans arrêt sur ce modèle-là, un indicateur qu'on utilise beaucoup en médecine lorsque quelqu'un a un cancer, c'est le taux de survie à 5 ans. Lorsque vous regardez les taux de survie à 5 ans dans le aux États-Unis, pour plusieurs cancers, dont le cancer, entre autres, du pancréas, qui est un des cancers les plus mortels. Moi, j'avais entendu dire que c'était 10% de survie à peu près, ce cancer-là. Absolument. Mais quand tu regardes aux États-Unis, ils sont vraiment dans les premiers au monde, sinon les premiers au monde dans ce cancer-là. Et dans plusieurs cancers, ils sont souvent dans le 90e percentile de la planète en termes survie. Donc, c'est là que tu vois qu'il y a de la médecine de haute voltige qui se fait là, aux États-Unis. Mais comme tu as dit, c'est l'universalité qui fait en sorte qu'il n'est pas applicable ici. Et également, le niveau de richesse qu'on n'a pas ici pour avoir cette médecine de très haute voltige qu'ils sont en mesure d'avoir. Mais je suis un peu tanné des gens qui crachent sans arrêt sur ce modèle-là parce que c'est hypocrite, parce qu'on en profite énormément. Oui, puis il y a une chose qui est intéressante aux États-Unis, c'est que là-bas, ils ont les chiffres, tu peux les avoir par groupe ethnique, par origine. Et moi, j'avais comme l'intuition depuis tantôt que l'autre défaut de l'analyse du monsieur en question, c'est qu'elle omet un facteur très important aux États-Unis qui sont les problèmes, les disparités interraciales, là, les inégalités interraciales. Savez-vous c'est quoi l'espérance de vie d'un Américain noir? 70 ans. Shit. Quand même, t'es une dizaine d'années en bas, là. T'es une dizaine d'années en bas des autres. Ça doit jouer dans la moyenne. moyenne. Par arme à feu est probablement le facteur principal. Là, si tu commences à te décortiquer selon les groupes ethniques, selon l'origine, ben là, tu commences à avoir des chiffres par rapport aux Américains. Si tu enlèves cette donnée-là de l'équation, tu as des chiffres qui ressemblent beaucoup à celles à ceux des chiffres canadiens. Ça, c'est parce qu'au Canada, puis c'est pas pour faire des entourloupes, ce que je dis là, c'est qu'au Canada, on n'a pas cette situation-là d'un groupe historiquement désavantagé avec des problèmes de criminalité, tout ça. Ben, on l'a un peu dans le milieu autochtone, mais ils sont beaucoup moins nombreux, vous comprendrez, que les Afro-Américains. Quand même, 70 ans par rapport à 80, c'est énorme. Puis comme Yann disait tantôt, c'est peut-être des chiffres extrêmes. Il faudra avoir les détails, mais des valeurs extrêmes qui font diminuer la moyenne. C'est ça la raison. C'est sûr, des jeunes Afro-Américains de 16-17 ans qui se font tirer, c'est sûr que ça fait diminuer de façon très significative en termes de perte d'espérance de vie, c'est l'équivalent d'à peu près 60 ans pour une personne. Donc, un décès par arme à feu à l'âge de 20 ans, ça équivaut à peut-être quelque chose comme 20 décès de personnes qui mourraient prématurément parce qu'on a maltraité leur arrêt cardiovasculaire, par exemple. Oui. Non, je veux dire, c'est sûr que ça a un poids énorme dans le calcul de l'espérance de vie à la naissance. Puis, je veux dire, est-ce que c'est parce que les Noirs américains sont moins en santé
que les Blancs américains. Est-ce que c'est parce qu'ils ont moins accès au système de santé? Peut-être un peu. Il ne faut pas l'exclure, mais définitivement, la violence par arme à feu a plus d'impact que tout le reste. C'est sûr que c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, j'ai les chiffres, les Asiatiques, c'est 84 ans. Il y a une différence de 14 ans de moyenne d'espérance de vie entre un Américain asiatique et un Américain noir. C'est énorme. L'Américain asiatique, il n'y a pas... Je veux dire, il y a le même système de santé. Là. Il n'y a pas un système pour les Noirs, un système pour les Asiatiques, mais un système pour les Blancs. Donc, c'est une question qui est reliée probablement à des facteurs sociaux, comme justement les milieux criminalisés, la pauvreté, ce genre de choses-là. Donc, le graphique, il montre quelque chose, mais il ne montre pas ce que la personne pense qu'il montre. Là. Non, tout à fait. Non, c'est super intéressant, ça. C'est sûr qu'il y en a qui pourraient dire, par exemple, que est-ce que les Afro-Américains, côté socio-économique, ont la même qualité d'assurance aux États-Unis que les Asiatiques, qui sont parfois, quand on regarde, là, surreprésentés dans les milieux académiques, des genres de choses comme ça. Est-ce qu'ils ont accès à des assurances, de meilleures assurances? Ce serait intéressant à voir. Mais en tout cas, ça ouvre une porte. Ça m'intéresse là, quand même d'aller voir, écoute, voir tout ça. Un des podcasts qu'on a fait avec Germinal Gévan qui nous montrait même des fois aux États-Unis, quand tu sépares les Noirs en provenance d'Afrique des Noirs afro-américains, autrement dit, ceux-là qui ont grandi aux États-Unis, il y a une différence impressionnante, en fait, entre le PIB par habitant des Noirs en provenance d'Afrique et ceux qui sont nés aux États-Unis. Puis principalement parce que il y a une culture un peu afro-américaine qui favorise un peu la victimisation, qui fait qu'il y a une ghettoisation qui se passe de ce côté-là, mais l'immigrant qui arrive directement d'Afrique ou que la famille arrive directement d'Afrique, généralement performe beaucoup mieux en termes de PIB par habitant, puis va avoir même des chiffres qui sont supérieurs aux Blancs américains dans certains cas. Puis tu peux avoir ici un biais de sélection. Tu peux avoir un billet de sélection, par contre, Yann, ici, parce que c'est sûr que s'il est sélectionné via l'immigration, peut-être qu'il a été sélectionné en raison du fait qu'il y avait déjà une formation, une job. Mais ça démontre réellement que le problème n'est pas la couleur de peau, mais la culture dans laquelle le jeune a grandi. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis, on a une tendance en politique, puis c'est normal. On ne peut pas avoir d'attente qu'un parti politique ne sursimplifie pas les problèmes pour parler au grand public. Ça, on comprend ça. Mais des fois, à un moment donné, il ne faut pas tomber dans la caricature non plus. Ben non, parce que clairement... Il y a des nuances qui doivent être apportées. Ben clairement, le procès qui était fait au PCQ là-dedans par cet individu-là du PQ, c'était clairement juste la chose suivante. Les Québécois ont peur de Donald Trump. Fait que je vais dire qu'Éric Duhem, il est comme aux États-Unis. C'est uniquement ça. Il ne faut pas chercher bien plus loin que ça. C'était ça. Là. Ça ressemble à ça. C'était faux, c'était malhonnête. Puis merci de donner la chance d'y répondre. Puis en effet, le modèle américain, il peut aller fouiller n'importe où dans toutes les plateformes Liberté 2022 programmes. Ben, il ne le trouvera pas. Ça fait que malheureusement pour lui, sa malhonnêteté a été... Ben écoute, ça fait longtemps qu'on suit le Parti conservateur du Québec. Ça fait longtemps que tu es en charge du volet santé. Ça fait longtemps que tu nous fais triper avec la façon d'expliquer les choses. Karim, tu es un des vulgarisateurs les plus appréciés qui passent dans notre podcast. Puis, je t'ai jamais entendu vanter les mérites du système américain tant que ça. Là. Tu nous parles beaucoup des modèles européens. Tu nous parles beaucoup de mixité de la pratique. Tu parles beaucoup d'un système public et universel. Et à un moment donné, ça vient comme lassant de dire... Je comprends le jeu politique. Je comprends qu'on essaie de caricaturer notre adversaire, mais à un moment donné, peut-être arrêter de penser que votre adversaire, c'est Bob Gratton. Quand on parle de Dr Karim El Ayoubi, là, du penseur du réseau de la santé du Parti conservateur du Québec, là, on n'a pas affaire à Elvis Gratton. On n'est même pas proche. C'est qu'à un moment donné, calmez-vous les nerfs un peu. Oui, c'est ça. Puis ça va des deux côtés. Moi, je fais quand même attention. Je veux... je fais quand même attention ici, Parti québécois, par exemple. Moi, je ne m'en vais pas dire que le Parti québécois, parce qu'ils veulent diminuer de façon très importante l'immigration, qui sont xénophobes. Je le dis pas, puis je le pense pas non plus. Là, en ce sens, je pense qu'il y a plusieurs raisons qu'on peut être pour, on peut être contre de diminuer l'immigration. Il y a la question du logement, on peut débattre de ça. Il y a la question de linguistique. Mais autrement dit, puis mettons que
Éric Duhaime allait dire une chose comme ça du parti, ben moi, j'y dirais en privé, je dirais, ouais, écoute, politique comme ça, moi, je trouve ça un peu dégueulasse, honnêtement. Tu comprends? Ça fait que j'essaie de mon côté de ne pas, de pas surenchérir non plus dans les attaques qui sont malhonnêtement fondées. Yes, vous l'avez vu à l'écran sur Patreon. On continue de l'autre côté de la clôture. Vous avez pour tout le mois de juillet un rabais de 50% disponible sur Patreon de votre côté pour votre abonnement mensuel. Donc, c'est peut-être l'occasion justement de bonifier le contenu. On fait presque 100 minutes, des fois même 120 minutes de show par jour. Vous avez beaucoup d'animateurs de radio qui sont en vacances présentement. C'est normal, ils ont le droit à des vacances. L'équipe de Yann et Frank continue à rouler en boucle, par contre, pendant tout l'été. Joey va prendre des vacances de temps en temps, Frank aussi, moi peut-être, je verrai. Mais votre show, vous allez l'avoir du lundi au jeudi à midi. 2 heures de show par jour ou presque 2 heures de show par jour sur Patreon. C'est peut-être la meilleure façon d'augmenter votre contenu. Puis un gros merci, Karim El Ayoumi, d'avoir été avec nous. Ça a été grandement apprécié. Bien, merci à vous deux. Merci.